Leçon numéro 5, les kanji. Alors j'ai décidé de vous faire un petit aparté sur les kanji à partir de là parce que ça peut être intéressant de savoir certaines choses à ce niveau-là de votre apprentissage. Reprenons une situation où on pose une question. Tom-san desu ka? Donc ça on l'avait vu, c'est-à-dire est-ce que tu es monsieur Tom? Est-ce que c'est toi Tom? Hi. Oui, c'est bien ça. Et ça en soi ça suffit largement, c'est totalement correct. Maintenant, on pourrait chercher à préciser et dire à propos de toi, vraiment insister sur le toi, est-ce que tu es Tom? Et là, on introduirait du coup un pronom tu qui se dit anata. Donc anata. Anata wa Tom-san desu ka? À propos de toi, être Tom, question. À propos de toi, es-tu Tom? Est-ce que tu es Tom? Pourquoi est-ce qu'on voudrait dire anata wa Tom-san desu ka? Ça serait quand vous avez un doute. Si par exemple vous pensez que Thomson ça peut être plusieurs personnes, si vous avez un doute, eh bien ça peut être intéressant de préciser le anata. Voilà, les deux existent en japonais. Vous pouvez dire directement Tom-san desu ka. Si vous vous adressez à une seule personne, le contexte fera que c'est clair et qu'on vous comprendra. Maintenant, si par exemple il y a un groupe de personnes et que vous voulez vraiment dire ah c'est toi Tom, voilà, on pourrait passer par ce anata. Pourquoi est-ce que je vous le montre maintenant? Parce que anata, il y a un kanji qui existe pour dire anata, c'est ce kanji-là. Si vous avez des vieux manuels de japonais, je crois que c'était Minano Nihongo, une des vieilles éditions, utilisez ces kanji, pour dire anata. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de mots en japonais qui possèdent des kanji, mais qui à l'heure actuelle s'écrivent que en hiragana. Ce sont souvent des mots extrêmement courants ou des mots avec des kanji compliqués, qui fait que c'est un peu une perte de temps de les écrire en kanji, et du coup on les écrit directement en hiragana. Dans la section 2, je vous présenterai des outils pour réviser le japonais, mais également des outils pour apprendre un petit peu, pour approfondir votre apprentissage du japonais par vous-même, et je vous montrerai un outil qui permet de savoir si les mots s'écrivent généralement en hiragana. Il faut savoir que si vous continuez à regarder mes cours, les mots qui de base s'écrivent en kana, je les écrirai en kana, et les mots qui de base s'écrivent en kanji, je les écrirai en kanji. Voilà, c'est la chose qui est faite de manière naturelle. Je voulais juste montrer là, parce que c'est intéressant de savoir, vous n'avez pas à les apprendre, ces kanji pour le moment. Il faut juste savoir que voilà, anata, ça veut dire tu, il y a bien des kanji qui sont associés, mais qu'en japonais moderne, on les écrit directement en hiragana. À propos de toi, es-tu Tom? Hai. Oui, Tanaka-san desu ka? Tanaka-san desu ka? Ici, on a Tanaka. Donc Tanaka, c'est un nom japonais extrêmement répandu. Je vous l'ai mis, pourquoi? Parce que c'est super intéressant d'apprendre ce nom, notamment les kanji. On va s'attarder sur les kanji après. Pour le moment, regardez, ici, ça se lit ta, et ici, ça se lit naka. Donc ça devient Tanaka, qui est en nom. Donc Tanaka-san desu ka? Est-ce vous, monsieur Tanaka? Yamada-san desu ka? Yamada-san desu ka? Donc ici, on a Yama, ici, on a Da. Regardez bien, c'est le même kanji qu'ici, mais on a une prononciation différente. Alors, vous voyez, c'est très proche. Ici, on a Ta, ici, on a Da. Pareil, on va y revenir sur la slide juste après. Donc, Yamada-san desu ka? Donc, Yamada, pareil, un nom extrêmement répandu en japonais. Ça, c'est deux noms que je vous conseille d'apprendre, Tanaka et Yamada, avec les kanji, parce que ce sont des kanji extrêmement simples, utilisés dans énormément de noms japonais. Donc, ça sera très utile à connaître. Et ce qui nous permet de voir nos premiers kanji que je vous conseille d'apprendre à dessiner. Le premier, c'est celui-là qu'on a vu, il pouvait se lire ta ou da. Il pouvait se lire ta ou da. Donc pour le moment, je vous conseille, pour savoir comment il se lit, en fait, de base, il se lit ta. De base, il se lit ta, par exemple, dans Tanaka. Mais dans le nom, on ne dit pas Yamata, on dit Yamada. Yamada. Donc apprenez directement les noms en entier avec leur prononciation. Et sachez que ça veut dire la rizière. Donc vous pouvez imaginer, voilà, c'est le schéma d'une rizière. Une rizière, voilà, qui est divisée en plusieurs sections, en plusieurs champs, entre guillemets. Voilà, c'est le kanji de la rizière. Je vous ai mis l'ordre de tracé ici. Ça, je vous invite vraiment à vous entraîner à le dessiner parce que c'est un kanji simple qui vous sera utile et qui sera vraiment super utile pour comprendre le fonctionnement des kanji par la suite. Ensuite, on a le kanji de la montagne qui se lit Yama, Donc voilà, on a 1, 2, 3 traits, Yama. Donc si on additionne les dés, ça nous donne Yamada. Donc c'est la montagne et la rizière. Au passage, vous pouvez voir qu'ici, je ne vous ai donné qu'une seule lecture. Certaines personnes qui ont déjà peut-être appris un petit peu le japonais par eux-mêmes savent que les kanji peuvent avoir plusieurs lectures. Par exemple, on peut également dire san pour le kanji de la montagne. Alors je vous le dis, vous n'avez pas à l'apprendre, ceux qui regardent ce cours-là. Je vous le dis juste au cas où vous le savez. En fait, c'est vrai que les kanji ont plusieurs lectures. Et souvent, ils n'en ont pas que une ou deux. Souvent, ils en ont 3, 4, 5, 6. Il y en a qui en ont vraiment beaucoup. Ce que je vous conseille de faire, c'est que ça ne sert à rien en fait d'apprendre qu'un kanji a plein de lectures tant que vous ne connaissez pas des mots qui sont associés. Donc pour le moment, nous, on a vu quoi? On a vu Tanaka et on a vu Yamada. Donc c'est intéressant de savoir que effectivement, ce kanji peut se lire ta ou da parce qu'on a vu des mots dans lesquels c'était utilisé.
Mais pour le moment, Yama, on n'a vu que Yama. Donc apprenez juste que Yama peut se lire Yama. Quand vous avancerez dans votre apprentissage japonais et que vous verrez d'autres lectures pour ce kanji, eh bien, à ce moment-là, on apprendra les autres lectures. Mais pour le moment, retenez juste que ce kanji, c'est le kanji de la montagne et que ça veut dire Yama. Donc comment est-ce qu'on dit une montagne en japonais? On dit Yama. Ensuite, ce kanji, pareil, ultra intéressant, je vous invite à le dessiner. Il se lit Naka. Naka, et ça veut dire le milieu. Donc, par exemple, ici, si on fusionne celui-là et celui-là, ça donne Tanaka. Tanaka. Donc, le kanji du milieu, pareil, que je vous invite à dessiner et à apprendre. Ensuite, un autre kanji assez intéressant à apprendre, c'est Chikara. Chikara, ça veut dire la force. Chikara. Alors, on n'a pas eu de phrase encore qui l'utilise, mais je vous le donne comme ça parce que vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, Chikara, c'est la force. Vous pouvez l'apprendre directement comme ça. Chikara, c'est la force. Et ça vous dit peut-être quelque chose de ce symbole. Eh bien, vous vous dites peut-être, mais attends, dans les katakana, justement, je vous ai écrit katakana. Vous voyez le K? Mais attends, c'est pas la même chose. Très très bonne remarque, les amis. En fait, il faut savoir que les katakana, ils sont inspirés de kanji. C'est-à-dire qu'à la base, le japonais n'avait pas de langage écrit. C'était juste un langage parlé. Par le biais de la Corée, les kanji sont arrivés. Donc les kanji, ce sont les caractères chinois. C'est d'ailleurs la signification de kanji. Littéralement, ça veut dire caractère chinois. Les kanji sont arrivés et qu'à partir de ces kanji, les japonais ont créé leurs propres alphabets, notamment les katakana. Et qu'en fait, les japonais ont pris ce kanji-là, qui se lit K. Donc ce kanji-là qui se lit K, donc ça veut dire une addition, vous n'avez pas besoin de l'apprendre. C'est juste que ce kanji-là se lit K. Et ils se sont dit, bah, on va utiliser ce kanji-là pour exprimer le son K. Sauf que ce kanji-là est un peu long, donc on va utiliser que cette partie-là. Donc cette partie-là qui est elle-même, en fait, Chikara. Mais du coup, en fait, c'est bel et bien le même caractère. Si vous l'écrivez à la main, peut-être que Chikara sera légèrement plus gros que le katakana K, mais quand ce qui est le caractère informatique et quand c'est un texte écrit un petit peu à la va-vite, de toute manière, c'est exactement le même, mais ça ne pose pas de souci. Effectivement, c'est le même caractère, mais il n'y a pas vraiment de doute parce que, par exemple, dans cette phrase, je dis Chikara ga aru. Alors, aru, on le verra en temps et en heure, ça veut dire il y a. Chikara ga aru, ça veut dire il y a de la force. En fait, pourquoi je vous ai mis ça? Parce que là, on comprend que c'est pas ka ga aru, parce qu'en katakana seul n'aurait pas de sens. Donc, on comprend que c'est le kanji ici en japonais. Mais là, on a 3 katakana qui se suivent. Ka, na, da. Du coup, là, on se doute que c'est pas Chikara nada. On se doute que c'est pas Chikara nada et que c'est Canada. Canada, c'est le Canada, le pays. Ni iku, ça veut dire aller au Canada. Pareil, le ni iku, on le verra en temps et en heure. C'est juste pour vous montrer que, même si ça peut faire peur de se dire, mais attends, il y a des kanji, c'est exactement la même chose que des katakana. Oui, c'est le cas de beaucoup de katakana, puisque les katakana sont inspirés de kanji, mais ça pose pas du tout, en fait, de confusion. En pratique, ça peut faire peur aux débutants, mais en pratique, je vous rassure, on ne se trompera pas, surtout une fois qu'on a un tout petit peu d'expérience. Donc pourquoi est-ce que je vous introduis le kanji de la force de Chikara? C'est pour vous montrer comment on écrit le kanji de l'homme. Le kanji de l'homme, voilà, il s'écrit comme ça, je vous ai mis le tracé ici, ça se lit Otoko. On l'avait vu dans une leçon précédente, ça se lit Otoko. Et je vous ai mis ici, regardez. C'est intéressant, en fait, c'est le kanji du champ, et en dessous, on a le kanji de la force. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait du travail de force dans les champs. C'est ça un homme à la base. Du moins, au moment où la langue a été créée, c'était ça. L'idée pour représenter un homme, c'était l'homme qui travaillait dans la rizière. Et du coup, on a vraiment ces deux éléments qui composent un nouveau kanji. Il faut savoir que les kanji, en fait, sont composés comme ceci. Les kanji, soit ce sont des kanji simples. Par exemple, ici, on a onna, la femme. Je vous rappelle, c'est pas onna, c'est onna. Donc, onna, la femme. Ça, c'est ce qu'on appelle un kanji simple, où on ne peut pas le décomposer en éléments plus bas. Mais homme, c'est un kanji composé qu'on peut, en fait, décomposer, si vous voulez. Voilà. Ici, on a la rizière et ici, on a la force. Le kanji de la rizière, le kanji de la force, apprenez à les dessiner séparément. Et ensuite, dessiner le kanji de l'homme, ça vous viendra facilement. Donc, ces deux kanji, je vous invite également à apprendre à les dessiner. Des kanji bonus que je vous invite à apprendre à dessiner. Alors, surtout, watashi. Watashi, comme je le dis, c'est niveau JLPT N4. Mais je vous invite vraiment à apprendre à le dessiner parce qu'il n'est pas si compliqué que ça. Je vous ai mis pareil qu'en vrai, c'est composé de plusieurs éléments qu'on verra plus tard. Vous n'avez pas besoin de les voir pour le moment. Alors, ceux qui sont curieux, ça, c'est un kanji qui veut dire moi. C'est également, vous pouvez le voir, c'est le même que me, que le katakana me. C'est le même dessin, mais c'est un kanji qui veut dire moi. Et ici, on a un kanji qui veut dire le blé. Mais vous n'allez pas le retenir pour le moment, on le verra en temps en heure. Pour le moment, vous pouvez apprendre directement watashi en tant que tel, comme ceci. Voilà, watashi comme ceci. Je vous invite à apprendre à le dessiner, il n'est pas si compliqué. Et il vous sera extrêmement utile, même s'il est N4. Calé, voilà, c'est niveau N3. Vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre à le dessiner, mais il va falloir que vous appreniez à le lire dans tous les cas. Donc voilà, vous pouvez, si ça vous aide à comprendre comment il marche, vous pouvez apprendre à le dessiner. Si vous en fichez un petit peu, vous n'avez pas à l'apprendre celui-là, apprenez juste à le lire, ça ira très bien.
Et chose assez intéressante à noter, du coup, c'est que quand on met kale, lui, suivi du kanji de la femme, ça devient kanojo, elle. Et c'est comme ça qu'on va former énormément de mots en japonais, c'est en additionnant plusieurs kanji. Donc par exemple, si on met le kanji de lui avec le kanji de la femme, ça devient un nouveau mot qui se lit kanojo et ça veut dire elle. Pas lui, femme, c'est elle. Un autre kanji que je vous invite à voir, c'est neko. On l'avait vu un petit peu dans une leçon précédente. Je vous le mets là pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment marchent les kanji un petit peu plus complexes. Pour le moment, on a vu des kanji assez simples, mais neko, ça va être un kanji, voilà, déjà, il y a plus de traits, vous voyez, 11 traits, mais c'est intéressant pour comprendre comment les kanji marchent. Alors pareil, c'est niveau N3, je vous invite au moins d'apprendre à le lire. En l'occurrence, celui-là, il peut être intéressant d'apprendre à l'écrire. Je vais vous montrer pourquoi. Au passage, ici, je vous l'écris en katakana parce que, comme je vous ai dit, très souvent, les noms d'animaux seront écrits en katakana. On pourrait l'écrire en hiragana, il n'y a pas de souci, voilà, c'est juste neko, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu des katakana également. Vous avez remarqué cette partie-là? C'est le kanji de la rizière, celui qu'on a vu dans Yamada, celui qu'on a vu dans Tanaka, celui qui rentre également dans la composition du kanji de Otoko. Et bien ça, c'est le kanji de la rizière. Vous voyez, il forme également un élément là. C'est pour ça que le kanji de la rizière, on va rarement parler de rizière, je suis d'accord, mais ça reste un kanji ultra intéressant à connaître. C'est pour ça qu'on l'apprend dès le début. Le kanji de la rizière, c'est parce qu'il va être utilisé dans plein de mots et dans plein de choses, même si on ne parle pas directement de rizière. Ensuite, on a un autre élément en haut qui s'appelle un radical. Les radicaux, c'est quoi en japonais? Ça va être des éléments. En fait, il faut savoir que les kanji, ce n'est pas des traits aléatoires. Les kanji, ils sont composés d'éléments. Il y en a 214 officiels qu'on pourrait voir presque comme des lettres. Ce sont en fait des traits, des tracés officiels et tous les kanji utilisent ces radicaux pour être écrits. Vous n'avez pas à apprendre les 214 radicaux comme ça dès le début, random. Vous n'avez pas besoin de le faire. C'est juste intéressant à savoir pour comprendre que les kanji, ce n'est pas des traits aléatoires. C'est des traits logiques. On va voir les radicaux intéressants, les radicaux que je juge que tout le monde devrait connaître pour faciliter votre apprentissage du japonais. Sachant que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez continuer l'apprentissage des radicales vous-même de votre côté par la suite. Mais ce radical, le radical 140, alors pareil, vous n'allez pas apprendre que c'est le radical 140, mais il a le sens de herbe. Et ça, par contre, c'est intéressant. Parce que c'est un radical extrêmement développé et que souvent, eh bien, ça évoque le sens de l'herbe. On le verra dans plusieurs autres mots et à chaque fois, ce sens de herbe, ce sens de végétation reviendra quand vous verrez ce radical. Quand vous verrez ce tracé, très souvent, le sens de végétation reviendra. Et ensuite, sur la gauche, on a le radical du chien. Donc c'est le 94, pareil, vous ne savez pas apprendre que c'est le 94, c'est le radical du chien. Donc on a radical du chien, radical de l'herbe et de la rizière, et tout ça, ça forme le chat. Chose intéressante également à savoir, c'est que ça, donc c'est un radical qui veut dire chien, et que ça, on a vu que c'était rizière et herbe, et que en soi, seul ça, ça veut dire également jeune pousse. Jeune pousse. Donc voilà, la végétation qu'on trouve dans une rizière, c'est quoi? L'herbe qu'on trouve dans une rizière, c'est quoi? C'est une jeune pousse. Voilà, ça se lit nae. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre, c'est juste pour vous montrer que ces kanji qui peuvent paraître assez compliqués, on peut vraiment les décomposer et ça devient beaucoup plus facile. Et en fait, quand on dit chien et jeune pousse, ça forme en chat. Alors, il n'y a pas forcément besoin de comprendre l'explication étymologique. Vous pouvez vous raconter une histoire si ça vous aide à retenir que vous dire la jeune pousse d'un chien, un chien qui se balade dans les jeunes pousses, en fait, c'est un chat. Si ça vous aide à l'apprendre, vous pouvez le faire. Voilà, il n'y a pas besoin de connaître l'étymologie exacte du kanji pour savoir ce que ça veut dire. Le plus important, c'est de savoir que ce kanji-là se lit neko et que ça veut dire chat. Pourquoi est-ce que je vous ai expliqué tout ça? C'est pas pour vous embrouiller, c'est au contraire pour vous montrer que les kanji en vrai sont logiques et pour montrer qu'il y a des stratégies d'apprentissage. Pour apprendre les kanji, il y a vraiment deux approches. Il y a l'approche d'apprentissage par vocabulaire et il y a l'approche d'apprentissage des kanji de manière isolée. Là, ce que je viens de vous faire, avec notamment tout ça, c'est l'approche isolée. C'est l'approche qui prend le plus de temps, mais si vous avez du mal avec les kanji, c'est vraiment une approche qui peut vous débloquer. Moi, ça a été le cas. Au départ, je n'arrivais pas du tout à différencier les kanji. Pour moi, c'était juste des traits random. Je ne comprenais vraiment pas la logique derrière. Avoir fait l'étude isolée comme ceci, ça m'a permis vraiment de mieux les comprendre et de mieux les distinguer. Si c'est votre cas, je vous invite à le faire. Je vous montrerai d'ailleurs des outils pour le faire efficacement de votre côté par la suite. Maintenant, peut-être que vous n'en ressentez pas le besoin, et si vous n'en ressentez pas le besoin, vous n'avez pas besoin de le faire. Le plus intéressant, si vous arrivez déjà à bien distinguer les kanji, c'est d'apprendre directement le kanji avec les mots de vocabulaire. Donc par exemple, apprendre directement que c'est le kanji de neko et pas apprendre tous les composants. Parce qu'apprendre tous les composants, en vrai, ça peut demander beaucoup de temps. Donc si ça vous aide, ok, mais si ça ne vous aide pas particulièrement, c'est juste une perte de temps pour vous, donc vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous arrivez à apprendre les kanji directement via le vocabulaire, c'est très bien. Donc les kanji que je vous invite à apprendre à écrire dans cette leçon, ce sont ceux-là.
Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont vos 7 premiers kanji. Je vous invite d'apprendre à les écrire. Au passage, quand vous les écrivez, écrivez leur lecture au-dessus. Ça vous permettra voilà, de vous rappeler des lectures. Donc, par exemple, quand vous écrivez la rizière, écrivez-le avec ta, naka ou avec yamada. Comme ça, vous apprendrez les lectures. Et apprenez ces dessins. Ce sont des kanji assez simples qui permettront de vous familiariser vraiment avec comment ça marche. Je vous conseille au moins d'apprendre une vingtaine de kanji à la main, à écrire à la main, juste pour comprendre comment ça marche. Ça vous facilitera votre apprentissage pour la suite, même si derrière vous arrêtez de les dessiner. Des kanji bonus que je vous recommande au moins d'apprendre à lire. Vous pouvez apprendre à les écrire si ça vous intéresse, voilà, de comprendre un petit peu les tracés des kanji un petit peu plus complexes. On a kare et on a sha. Donc on a kare, lui, pardon, et sha, neko. Et voilà, le mot kanojo. Donc ça, apprenez au moins à les lire. Éventuellement, apprenez à les écrire. Donc, la leçon 5 sur les kanji, c'était une leçon un petit peu spéciale pour vous dire que certains mots s'écrivent en kana. Ça, c'est l'usage qui fait que certains mots compliqués vont s'écrire en kana. Que les kanji, ce ne sont pas des dessins random, ce sont composés de traits logiques qu'on appelle des radicaux. Voilà, s'il y a une liste officielle de radicaux et que les kanji sont composés parmi ces radicaux et que apprendre les kanji de base, ça facilite l'apprentissage. Donc apprenez au moins à dessiner vos 20 premiers kanji, donc les 7 kanji que je vous ai présentés là et les prochains kanji que l'on va voir. Ça va faciliter votre apprentissage des kanji par la suite. L'apprentissage des kanji, c'est vraiment quelque chose à personnaliser selon vous, votre nature. Dans ces leçons, les premiers kanji, je vais les décortiquer avec vous. Plus les leçons avanceront, plus vous prendrez un niveau et moins je prendrai le temps de le faire. Et là, ça sera à vous, selon votre nature. Si vous estimez que c'est nécessaire de passer plus de temps sur les kanji, eh bien mettez en pause après chaque leçon. Recherchez par vous-même les kanji, je vous présenterai les outils dans la section 2. Approfondissez votre apprentissage des kanji. Si vous en ressentez pas le besoin, sachez que ce n'est pas nécessaire. Apprendre directement les mots de vocabulaire avec les kanji associés est une méthode qui marche très bien et qui vous permet d'économiser beaucoup de temps.